Wesh, c'est le Abdullah Iverson Show, on est de retour. Voilà pour le troisième épisode. J'aurais dû en faire peut-être un petit peu plus la semaine dernière apparemment, mais en fait non, j'ai changé d'avis, il faisait trop chaud et j'arrivais pas à me concentrer. Alors du coup, voilà, je fais l'épisode maintenant. On va partir sur un épisode tous les samedis. Et puis s'il y a moyen, j'en ferai deux. Mais on va dire que à partir de maintenant, la nouvelle règle, c'est un épisode tous les samedis. Voilà. Comme ça, c'est fixé. Ça sera diffusé tous les samedis. Je viens de le décider dans ma tête, ça y est, c'est bon, c'est sûr. Diffusé tous les samedis, on est sûr. Épisode spécial, puisque j'enregistre depuis un des plus beaux studios qui puisse exister au monde, ma voiture, sur un parking à côté d'un resto chinois. Et je peux vous dire que je suis dans mon quartier. Et c'est le plus beau studio d'enregistrement qui puisse exister. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, donc là je suis sur un parking, donc voilà, vous pouvez entendre peut-être des fois des voitures qui passeront à côté de moi. C'est la nuit, voilà, donc il fait nuit. J'enregistre ça on va dire le vendredi soir pour le diffuser le samedi. Donc tout ça sera mijoté, concocté cette nuit par tous les gens qui montent cette magnifique émission qu'est le Abdullah Iverson Show, hein. Donc en gros, c'est-à-dire que ça sera fait par moi derrière mon ordi. Donc là, il y a des queumets. Alors voilà, il y a des queumets qui passent leur vie en moto dans mon quartier. Donc si vous entendez des motos, c'est normal. Voilà, c'est apparemment les mecs sont en cross, etc. Donc si vous entendez des motos, voilà, c'est tout à fait normal. Vous inquiétez pas. Donc on est posé tranquillement. Alors on va parler de quoi sur le Abdullah Iverson Show cette fois-ci? On va parler de Damian John Wick Lillard, comme je l'appelle. On va parler de Uncut Gems. On va parler du Wu-Tang. On va parler de quoi d'autre encore? De Luka Doncic. Luka Doncic. On va parler un petit peu de ce qui se passe là en NBA, sachant que les playoffs vont démarrer. Voilà, on sait quelles équipes sont out, quelles équipes vont jouer les play-in, etc. Donc il va y avoir un match de play-in avec les Grizzlies et Portland. Les Suns sont out. Devin Booker qui a fait un beau 8-0, mais qui fera pas les playoffs, cousin. Tant pis, c'est pas grave. Ensuite, voilà, on va revenir déjà sur Damian Lillard. Damian Lillard, en ce moment, même depuis quelques temps, mais en ce moment, ce qui se passe avec Damian Lillard, c'est que il y a des gens qui s'attaquent à lui. Alors, je vais couper. Voilà, je coupais le contact. Hein. Donc voilà, couper le contact de ma voiture. De temps en temps, je mettrai peut-être du son. Alors, voilà, je m'assois bien parce que Damian Lillard, voilà, c'est Damian Lillard. En fait, ce qui se passe, donc c'est un joueur de Portland. Pour ceux qui ne le savent pas, qui écoutent cette émission et qui découvrent le basket, Damian Lillard est un joueur de Portland. Parce que oui, figurez-vous qu'il y a des gens qui ne suivent pas le basket, mais qui écoutent aussi cette émission. Voilà, je l'ai appris. On m'a dit, voilà, je n'écoute pas le basket, mais j'écoute ton émission. Donc j'ai des gens, des amis qui m'ont dit ça, mais il y a aussi des gens que je ne connaissais pas qui m'ont envoyé 2-3 messages et qui m'ont dit ça sur Instagram. Alors, Damian Lillard est un joueur de Portland qui joue là-bas depuis 2012, si je dis pas de bêtises, qui a démarré sa carrière avec l'équipe. Donc dans l'équipe de Portland, il y avait Batum, il y avait Aldridge, il y avait Roy, etc., etc. Si je dis pas de bêtises, Roy était encore là. Et en fait, c'est le franchise player par excellence pour moi à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que ce gars-là est à Portland depuis le début. Ce gars-là, c'est le visage de Portland, des Blazers. C'était pas l'équipe la plus sexy du monde. C'était pas, voilà. Les Blazers ont eu des années super jolies avec les Drexler, avec même les Pippen qui les ont rejoints, etc., etc. Voilà. Les Blazers sont quand même une équipe qui ont quand même une grosse renommée, qui ont un bel historique, etc., etc. Si je dis pas de conneries, il y a même Sabonis qui jouait là-bas.
Sabonis, dont maintenant le fils joue aux Pacers. Donc oui, si je dis pas de bêtises, Aravidas, je crois que c'est ça son nom de famille. Sabonis jouait là-bas parce que je me rappelle quand j'étais petit, j'avais des cartes Upper Deck et j'en avais une d'Aravidas Sabonis avec le beau maillot des Blazers. Et donc Damian Lillard joue là-bas. Voilà, Damian Lillard, ça fait des années qu'il porte cette équipe sur ses épaules. Damian Lillard, c'est Monsieur Logo. Alors Monsieur Logo, on l'appelle Monsieur Logo, The Logo, parce qu'il shoot depuis le logo. C'est-à-dire que les mecs maintenant sont devenus des bêtes. C'est-à-dire que dites-vous, à une époque, il n'y avait pas de ligne à 3 points. Le basket a évolué, ils ont instauré la ligne à 3 points. À partir du moment où ils ont instauré la ligne à 3 points, pour ceux qui n'ont jamais joué au basket, allez vous mettre à une ligne à 3 points et imaginez déjà shooter un panier à 3 points. Bon, un gars qui est basketteur ou un gars qui joue au basket ou un gars qui est sur les playgrounds, voilà, pour lui, ça va pas le choquer plus que ça. Mais bon, 3 points quand même, mettre la balle dans un cerceau à cette distance-là, c'est quand même un délire. Après, il y a eu l'évolution du jeu. L'évolution du jeu a fait que les joueurs shootaient de plus en plus loin, etc., etc. Alors, ils ont reculé à un moment donné la ligne à 3 points. Et si je dis pas de bêtises, à un moment donné, cette ligne à 3 points, elle n'était pas pareille en Europe. Elle était plus proche qu'aux États-Unis, etc. Ils ont ensuite, il y a des gars comme Curry, comme Rose, comme même si ça me fait mal à la gueule, LeBron James, qui sont arrivés, et qui se sont mis à shooter de plus en plus loin. Ça veut pas dire qu'il y avait pas des mecs qui le faisaient avant. C'est juste que dans l'évolution des jeux, c'est devenu un truc de plus en plus courant. Et en plus de ce qui s'est passé dans l'évolution du jeu qu'on a maintenant, c'est que même les grands se mettent à shooter de loin. Joel Embiid, Lopez, il y en a plein comme ça, des joueurs d'intérieur qui se mettent aussi à shooter de loin et qui sont bons en plus de ça à 3 points. Regarde, même Giannis Antetokounmpo, il shoot à 3 points. Antetokounmpo, il shoot à 3 points. Et il est pas mauvais. Donc il y a eu une évolution du jeu où en fait maintenant les joueurs en fait sont plus dans le geste du 3 points ou dans le geste du shoot. Et je pense que ça aussi, c'est les joueurs européens qui ont amené cette chose-là en NBA, qui ont fait évoluer en fait la NBA à ce niveau-là. Et ça, un jour, on fera une émission spéciale là-dessus. Parce que il y a eu une mutation en NBA qui fait qu'en fait, il y avait un type de jeu qui était bien américain, etc., qui était très explosif. Moi, je me rappelle du jeu que je regardais quand j'étais petit. Les Jordan, les machins, etc., les Hardaway, les Tim Hardaway, les Penny Hardaway, les O'Neal, il y avait les Jalen Rose, je suis même tombé sur des matchs de Mahmoud Abdul Raouf, et on en reparlera un jour de Mahmoud Abdul Raouf par rapport à Kaepernick, etc., tout ce qui s'est passé, parce que c'est quelqu'un qui a protesté depuis le début, depuis très longtemps, et qui a même inspiré Kaepernick. Ils se sont rencontrés, ils ont discuté ensemble. Et Mahmoud Abdul Raouf maintenant joue dans une ligue, la ligue de Big Three, qui est la ligue d'Ice Cube. Et pareil, on en reparlera, on fera une spéciale Big Three. Mais bon, je m'égare, je reviens. Donc moi j'ai connu tous ces joueurs-là, les Jerry Stackhouse, les Grant Hill, etc. C'était un style de jeu à la Quinry, c'était un style de jeu à la Quinry, voilà, etc., etc. Et il y a les joueurs après européens qui sont arrivés. Si je dis pas de conneries, moi je suis tombé sur Detlef Schrempf, qui jouait avec Sean Kemp, je crois, c'était au Sonics, si je dis pas de bêtises. Ça, pareil, il faudrait revérifier. Peut-être, je peux dire des conneries, ça peut m'arriver. Une des conneries dont je me suis rendu compte en plus, mais je le savais en plus, Hassan Whiteside, putain, il joue à Portland, et moi je sais qu'il joue à Portland, et ça m'a pas empêché de croire, et dans la première émission, quand j'ai cité Miami, j'ai pensé à lui direct. Non, il joue à Portland, bien sûr, mais voilà, et donc ça peut m'arriver de dire des trucs comme ça, donc il faut quand même revérifier des fois. Alors moi j'ai vu des joueurs européens rentrer au fur et à mesure en NBA à partir dans les années 90. Le premier joueur français, Olivier Saint-Jean, qui ensuite convertit à l'islam, s'appelle... j'ai son nom sur le bout de la langue. J'ai son nom... je connais que lui. Je vais le retrouver. Donc, Tariq Abdelouad. Voilà, Tariq Abdelouad, pour moi, c'est le premier joueur français. Joueur européen, machin, etc. Il y a des joueurs après allemands, etc., qui avant Tariq Abdelouad déjà jouaient, etc. Donc, ils ont commencé à influencer un peu le jeu. Et, selon moi,
au fil des années, maintenant il y a de plus en plus de joueurs européens, étrangers, enfin même brésiliens, par exemple les Thiago Splitter ou les Argentins comme Manu Ginobili, etc. Les Espagnols, donc les frères Gasol ou Calderon, cet enfoiré, je peux pas le blairer, qui jouait à... Je peux pas blairer Calderon depuis son match d'enfoiré avec l'équipe de France. Ils ont influencer le jeu, en fait, la NBA en faisant rentrer des joueurs comme ça a influencé le jeu au fur et à mesure. Donc le jeu, pour moi, le jeu s'est muté en un jeu un petit peu plus complexe que ce qu'il était auparavant. Ça veut pas dire qu'avant il était pas complexe, mais il y a eu un changement, il y a eu un avant et un après joueur européen. Et du coup, le tir à 3 points, enfin les shoots sont devenus un peu plus importants. Moi, quand je regardais les matchs avant, j'avais plus l'impression que ça se passait dans la raquette, que c'était les trucs de lourd, des Léonie, les wings, les machins, c'était bas, ça cartonnait dans la, ou même même les joueurs africains comme Dikembe Mutombo, ça cartonnait dans la raquette. Et il y a eu une espèce de, et puis t'avais quand même des joueurs, on va parler quand même de Steve Kerr, qui était un tueur à 3 points, de John Stockton, de Jason Kidd, de Pete Maravich, mais si ça, si tu remontes un peu plus loin, t'avais quand même des joueurs qui, voilà. Mais pour moi, en tout cas, je trouve que le jeu de la NBA a changé, et je pense pas dire de conneries, avec beaucoup plus de joueurs européens. Donc, nous, au début, en France, on a eu les Tariq Abdul-Wahad qui sont arrivés. Après, tout le monde connaît, il y a eu Parker, il y a eu Maïnmi, il y a eu Batum, il y a eu jusqu'à présent maintenant les Gobert, il y en a plein. Il y en a eu plein. Il y a Mike Pietrus aux Celtics, il y en avait un autre, Kevin Séraphin. Voilà, Kevin Séraphin, il y en avait un autre, ça me reviendra plus tard, mais voilà, il y en avait un autre qui jouait, je crois, à, je sais plus si c'était Washington, non, Kevin Séraphin était à Washington, enfin bref, voilà, vous avez compris le délire. Maintenant, pourquoi je dis ça? Pour en revenir à Damian Lillard et tous les joueurs qu'il y a maintenant. Tous les joueurs qu'il y a maintenant, je pense que même inconsciemment, ils ont été influencés par ce style de jeu. Parce que Damian Lillard, c'est pas un gars qui est très grand pour un basketteur, on va dire, c'est un gars qui fait 1m88, ça reste quand même quelqu'un de grand, mais quand tu le vois jouer, c'est un petit peu sur le terrain par rapport aux autres, donc il mène le jeu, machin et tout, il te balance des shoots, et il a fait un match là, où il a tout éclaté, il a mis 1000 points, j'ai revu le match là, avant de prendre le micro, je regardais le match comme ça, il a tout éclaté, voilà. Il est en mission, ce mec. Il est en mission. L'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, il avait dit, j'en ai un peu rien à foutre de la chasse aux bagues. Voilà, quand t'es champion NBA, à la fin, tu gagnes une bague. Voilà, donc j'en ai rien à foutre de la chasse au titre. Moi, il est plus là pour construire une légende. Il a été critiqué en disant, je m'en tape de ça. Voilà, il a été critiqué. Il y a des gens qui lui rentrent dedans. Ce mec-là, tout le monde veut lui rentrer dedans. Quand je vois plusieurs personnes qui cherchent des noises à une personne, je te la fais à la Audiard, je me dis, il se passe un truc. Le cas Damian Lillard, il est typique. C'est un gars, il trace sa route, baisse la tête, casse la tête à personne, il s'occupe de ses trucs. Il a juste dit, moi, je m'en tape, en gros, de vos strass et paillettes, de titres, de ceci, de cela. Je suis là pour... Voilà. Forcément, il est là pour gagner des titres. Bien sûr, il est là pour gagner des titres. Qui n'est pas là pour gagner des titres? Il est là pour ça. Mais t'es pas là que pour ça. Est-ce que vous voulez qu'on remonte sur tous les joueurs majeurs qui n'ont pas gagné de titre? Tout le monde le fait là ces derniers temps. La liste, elle est connue. Barclays, Charles Barkley, Iverson, y en a. La liste, elle est connue. De tous les joueurs qui n'ont jamais gagné de titre. Va dire à Karl Malone. Va dire ça à Karl Malone. Donc, Damian Lillard, il a été critiqué. Ouais, ça c'était l'année dernière. Cette année, il y a Paul George et Patrick Beverley. Bon, ils ont eu une petite embrouille où ils, en fait, le charriaient sur Instagram, ou non, sur Twitter, puisque Twitter, c'est devenu, en fait, l'endroit où Twitter, c'est comme un bar. Voilà, les gens, ils se parlent dans Twitter comme s'ils se parlaient dans un bar. Voilà. Donc, c'est quand même des gens qui sont dans une bulle
où ils vivent ensemble à Orlando, à Disneyland, mais qui se clashent sur Twitter. Bienvenue en 2020. Donc, les mecs sont sur le terrain. Moi, je revois le match où je vois les mecs se foutre de sa gueule, etc. Bon, il les a calmés. Et il leur a répondu. Donc, ils se sont foutus de la gueule je crois qu'il a loupé des lancers francs ou un truc dans le genre. Ouais, je ne suis pas rentré dans les détails parce que voilà, mais je crois qu'il a loupé des. Et c'est Beverly qui lui lance un pic en lui disant, je vois, il lui a lancé une vanne sur Cancun, mais un truc entre eux et Paul George, voilà, deux joueurs que je kiffe en plus, deux joueurs. Paul George et Patrick Beverly, c'est deux joueurs que je kiffe. C'est deux joueurs qui sont vraiment, c'est vraiment pour moi des bons joueurs et j'aime bien les voir jouer. J'aime beaucoup les voir jouer. Et lui, il leur répond, les gars, continuez à changer d'équipe pour éviter, en gros, pour éviter les défaites. Il a dit pour éviter the grind, mais en gros, ça veut dire pour éviter de se faire hacher par moi, que je vous éclate. Continuez à changer d'équipe et essayer de gagner des titres avec les équipes avec qui vous allez. On rappellera que le shoot à 3 points en play-off, si je dis pas de bêtises, c'était contre OKC et il y avait Westbrook et Paul George et le mec qui se fait mystifier, c'est Paul George qui est face au buzzer beater, donc face à Lillard qui prend le shoot, buzzer beater, boum, il marque. Patrick Beverly, à Houston à l'époque, se prend le même genre de shoot. Donc lui, il leur dit, les gars, continuez à changer d'équipe, puisque Beverly et Paul George maintenant se retrouvent aux Clippers. Continuez à changer d'équipe en évitant le grand méchant loup, en fait. Voilà. Il les a calmés. Fermez vos gueules, les gars. Fin du game. Allez, on remballe. Voilà. Maintenant, il y a d'autres gens qui se disent on va chauffer avec ce gars-là, etc., etc. C'est pas le genre de mec avec qui tu chauffes parce que en ce moment, Damian Lillard, ce qu'il est en train de faire, il est chaud. Et moi, ce que je veux que les Blazers remportent cette année le championnat pour faire fermer leur gueule à tout le monde. Et en plus, je suis sûr ils peuvent le faire. Je suis sûr ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. LeBron, casse-toi. Tu remporteras pas le championnat cette année. Monsieur Zama, la semaine dernière sur Twitter, ouais, il y a des problèmes dans l'équipe. Alors lui, il y a toujours des problèmes dans l'équipe, c'est pas lui. Il y a des problèmes. On vous rappelle que LeBron, à la base, quand il est arrivé à Los Angeles, vous vous rappelez que c'était le bordel l'année dernière, etc. Voilà, c'était le bordel l'année dernière. C'était pas l'arrivée de ouf. LeBron, il ramène vers lui les Anthony Davis et machin, parce qu'il sait qu'il a un peu la stature de l'ancien, donc il va pouvoir un peu gérer ces gens-là. Mais vous vous rappelez de ce qu'il a fait, LeBron, avec Irving, à Cleveland? Comment ça s'est passé? Ou LeBron, qu'est-ce qui s'est passé quand LeBron a dégagé? Parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Il a dégagé Luke Walton, qui était le coach des Lakers. Voilà. Et donc, du coup, pour moi, Lillard doit soulever la coupe cette année. Il doit aller au bout. Et il peut le faire. Il peut le faire. Ça peut très bien arriver. Parce que c'est un délire spécial en ce moment, les matchs qu'il y a. C'est un délire à part. Et ce gars-là, c'est John Wick. Pour ceux qui n'ont pas vu John Wick 1, 2, le 3, Parabellum, c'est John Wick Lillard. Il n'a pas de pote. Il n'a pas de hab. Il n'est pas là pour ça. Il marche. Il sait où il va. Il sait comment il y va. C'est lui le visage de l'équipe. Il porte l'équipe. Et en plus de ça, il a des bons lieutenants. CJ McCollum, Trent. J'ai vu un match où les deux ont tout cartonné à 3 points. Voilà. Coach Singleton, il était comme un ouf. Tout le monde dit, faites attention à cette équipe. Sur la tête de Marie Patrick, c'est eux qui vont gagner. Les Blazers. Si c'est pas les Blazers qui gagnent, franchement, je sais pas. Si c'est les Lakers qui passent, là, je sais plus quoi faire après. Mais cherchez pas, les gars, cherchez pas Damian Lillard. Les gars, il est chaud. The Logo, à la base, le seul mec qui s'appelle The Logo, c'est Jerry West. Mais tout le monde sait que c'est Jerry West. Jerry West, son surnom, c'est The Logo. Maintenant, c'est Lillard. Lillard, son surnom, c'est The Logo. Parce qu'il shoot depuis le logo.
C'est tout. Il n'y a que ça à dire. Et il les met. Il met les 3 points. Lillard, il a grandi, il a poussé en même temps que les Derrick Rose et tout ça. Il a vu leur jeu, il a vu. Tu vois qu'il a absorbé, il a un QI basket qui est ouf. Il a absorbé leur jeu, etc. C'est le visage d'une franchise. C'est peut-être, t'as des joueurs comme ça. T'as Kobe est indissociable des Lakers. Voilà. Il n'a pas été drafté par les Lakers au début. Mais Kobe est indissociable des Lakers. Jordan est indissociable des Bulls. Même si Jordan a fini sa carrière aux Wizards, il est indissociable, depuis qu'il a joué chez les Sox au baseball, il est indissociable des Bulls. Stockton, Malone, même si Malone est passé après par les Lakers, il est indissociable des Jazz. Bill Russell, Celtics, etc., etc. Pour moi, un franchise player, même sans dire que ça soit la star de la franchise, de l'équipe, c'est aussi un joueur qui reste là depuis des années et des années et des années, qui est là, il neige, il y a du vent, il y a du verglas, voilà, et la météo est pas bonne, il est dans l'équipe. Et il change pas. Et ça devient de plus en plus rare d'avoir des joueurs comme ça. Damian Lillard, il est aux Blazers depuis 2012, les gars. Depuis 2012. Ça veut pas dire qu'il n'ira pas jouer ailleurs. Il y a des mecs comme Tony Parker qui sont le visage. Tony Parker, on peut pas dire que c'est pas le visage des Spurs. Ça, c'est celui qui dit ça, il y connaît rien. Bon, il a fini aux Hornets, mais pour moi, ça reste un Spurs à vie. Voilà. Comme je vous ai dit, je suis fan des Knicks et il y a une expression chez les Knicks qui dit Knicks une fois, Knicks à vie. Donc voilà. Je vous l'ai faite en français, mais c'est ça le délire. Donc il suffit de passer une fois par une équipe et ça y est, tu y es à vie. Ouais, mais t'as le Patrick Ewing. Pour moi, franchise player, voilà, visage des Knicks. Starks, visage des Knicks. Voilà. Muggsy Bogues, Hornets. Larry Jones, Hornets. Même si Larry Jones après allait chez les Knicks. Mais il y a de moins en moins de joueurs comme ça qu'on peut identifier à une franchise. Voilà. Et je pense que Damian Lillard, à la base, c'était plus parti sur la Marcus Aldridge qui devait être un peu le visage de cette franchise, etc. Mais bon, ça s'est pas passé comme prévu, il est parti aux Spurs, et voilà, bon, voilà. Mais justement, le départ d'Aldridge, pour moi, a catapulté Lillard là où il est maintenant. Et du coup, c'est comme le départ de James Harden. Si James Harden n'était jamais parti d'OKC, ça serait resté entre guillemets un simple 6e homme peut-être. Ça aurait jamais été la resta qu'il est maintenant et le joueur qu'il est maintenant. Il aurait peut-être pas vu toutes les capacités. On aurait peut-être pas vu toutes les capacités qu'il a s'il était resté 6e homme. Sur le banc. Voilà, à Oklahoma, James Harden était le meilleur 6e homme. C'était le 6e homme de l'équipe. Il s'en va, il va à Houston, ça devient un franchise player. Ça devient la resta de l'équipe. Voilà. Je vous dis, Damian Lillard, faut pas chauffer avec lui parce que il va calmer tout le monde. Et il est pas là pour se faire des potes. Il est pas là du tout pour faire ce genre de truc-là. Il est pas... Je le vois, pour moi, c'est un nerd. Il se lève, il joue au basket... Il lit des livres sur le basket, il regarde des films sur le basket, il met ses baskets, il dort avec ses baskets pour être prêt pour le lendemain, pour aller jouer au basket. Voilà Damian Lillard. Je suis quasi sûr que c'est ce genre de mec-là. Il fait du son à côté, il fait du machin. Là, pour moi, il doit être très cadré. Il ne doit pas être dans ce délire de strass et paillettes, etc. Donc oui, quand il dit « moi, je suis là pour ma légende », il est en train de faire sa légende. Il faut qu'il continue. Allen Iverson n'a pas gagné de titre. Ça veut dire qu'Allen Iverson n'est pas un joueur légendaire, il n'a pas marqué la NBA? C'est pas vrai. Ça veut dire qu'il faut gagner un titre pour marquer la NBA? C'est pas vrai. Il y a des joueurs qui n'ont pas de titre, qui ont marqué plus. Donc ça veut dire que tu prends un gars comme Robert Horry, qui est champion NBA, tu lui donnes plus de crédit que Barkley ou Iverson? Non. Jeremy Lin. Il est champion, Jeremy Lin, techniquement. Tu lui donnes plus de crédit qu'un joueur comme Lillard? Non, c'est faux. C'est comme les joueurs de France 98 qui ont gagné la Coupe du Monde, mais sur le banc. Et ils étaient là, ils faisaient partie de l'effectif, ils étaient dans l'équipe, il n'y a rien à dire.
Mais ceux qui n'ont pas joué de match, bah, ils vont pas trop crier qu'ils sont champions du monde parce qu'en vrai, au fond d'eux, ils savent que, bon, c'est-à-dire, ils ont été sélectionnés. Et là, je parle même plus des joueurs d'équipe de France, mais je parle du principe. T'as été sélectionné dans une équipe qui est devenue championne, mais t'as pas joué avec cette équipe qui est devenue championne. Ça veut dire que dès le départ, à la base, t'as le potentiel et t'as la classe pour jouer dans cette équipe, ok? Mais, si t'as pas joué dans l'équipe, bah, même si ton équipe elle est championne, eh ben, frère, je suis pas sûr que tu te considères comme champion du monde. Je pense pas. Donc, sinon, ça voudrait dire qu'il suffit juste d'être sélectionné. Ça veut dire que Jeremy Lin, bah, il est champion NBA. Bah non, je suis désolé. Moi, Jeremy Lin, je l'ai pas vu jouer. Pour moi, il est dans l'équipe qui est championne NBA, mais bon, il a une bague, mais il peut la rendre au manège enchanté, au manège à bijoux, parce qu'elle lui servira à rien, sa bague. Voilà. Pour moi, il n'a pas gagné le titre. Lillard, il porte l'équipe. Et qu'est-ce qu'elle est bonne, cette équipe. Ma parole, qu'est-ce qu'elle joue bien. Bon, Westside, Hassan, il est pas chaud. Je sais pas, je le sens pas. Voilà. Mais, Trent, McCollum, CJ McCollum, qui a un podcast aussi, si vous avez l'occasion, allez écouter le podcast de CJ McCollum. Qui sont deux mecs que je kiffe, qui étaient là, qui ont porté l'équipe en fin de match, dans le match que j'ai vu. Ils ont c'était 3 points sur 3 points, 3 points sur 3 points. Voilà. Donc, ce que je vous dis, c'est que Damian Lillard, c'est John fucking Wick. Faut pas lui chercher les embrouilles parce qu'il est pas là pour les embrouilles. Il a pas le temps. Il est là, il joue, il marque, il joue, il marque, il rentre, il dort. Il se relève, il joue, il marque, il rentre, il dort. Point barre. Maintenant, on va parler de Luka Doncic. Luka Doncic, je vais être très bref sur cet enfoiré parce que il est en train de niquer l'affaire, Luka Doncic. Voilà. Ce joueur-là va avoir une influence majeure sur les années à venir. C'est une bête. Un marqueur de ouf, un score de ouf. À Dallas, qui est une équipe, ils avaient Nowitzki avant, un Allemand, qui ramène son jeu, même si c'est des mecs qui sont aux États-Unis depuis longtemps, ça reste quand même des mecs qui sont européens, donc qui ont une manière de voir les choses à l'européenne. Dirk Nowitzki, son fadeaway, etc. Bon, c'est sa marque de fabrique maintenant. Mais, voilà, on reparlera de ce gars-là parce que pour moi, c'est Doncic. Et il est déjà formidable. Il a été formidable sur les parquets jusqu'à présent. Et c'est pour moi un futur Hall of Famer. C'est un gars qui laissera sa marque dans la NBA. Et voilà, comme Lillard laissera sa marque dans la NBA, comme voilà, ils veulent faire absolument de Williamson le nouveau visage de la NBA, mais c'est Lillard pour moi le visage de la NBA maintenant. Il va falloir compter avec ces gars-là et il va falloir arrêter de critiquer ces gars-là et il va falloir les laisser faire leurs choses. Et généralement, les gens qui critiquent ces gars-là, c'est aussi des gens qui veulent créer la polémique. Là, j'ai vu récemment, pourtant quelqu'un que j'aime beaucoup, Skip et Shannon, qui, je sais pas ce qu'il a avec Lillard où il se rentre dedans toujours, etc. Et puis t'as même Lillard qui lui répond, qui lui dit ouais, mais quand on était tête à tête, cousin, tu parlais pas pareil, t'arrêtais pas de rétro-pédaler, etc. C'est sur son Twitter, il disait ouais, en gros tu me critiques sur les écrans, tu crées la polémique, mais quand je suis face à toi, tu t'excuses, machin, et voilà, bon bref. Bon, je suis passé d'un truc à un autre, mais les deux là, Doncic et Lillard, ça va devenir enfin non, c'est déjà, mais voilà, on n'a pas fini en tout cas d'entendre parler de Doncic, et on n'a pas fini d'entendre parler de Lillard là, maintenant, parce que ce qui va se passer, c'est que moi je vous dis, Lillard il va la gagner la coupe. Tous les pronostiqueurs, Winamax, Manimax, je sais pas quoi là, Lillard, match nul, PSG nul, 0, 3 points. Le compte est bon, voilà. On passe à autre chose. Alors, on va passer un petit truc, voilà. L'année dernière, j'étais à New York et je suis allé voir le Joker, le film avec Joaquin Phoenix, qui était un super beau film, etc.
Et je vais voir ça au AMC sur Broadway. À un moment donné, il y a, je sais plus quelle station de métro, et puis il y a Amsterdam Avenue, et ça remonte vers Harlem en fait. Et donc c'est la partie de Broadway West, donc West Harlem, pardon. Il y a un cinéma AMC, donc je rentre dedans, je prends un ticket et je tombe sur une affiche qui est un film qui s'appelle Uncut Gems. Et je bloque sur l'affiche. Moi, mon travail, c'est le dessin, c'est l'illustration, c'est l'image, etc., c'est le son, donc je suis très attiré par ces trucs-là. Et je bloque sur Uncut Gems. Donc une affiche en noir et blanc avec Adam Sandler, qui est un humoriste, qui est pas d'habitude dans ce genre de film-là, mais qui avait le visage flingué, et l'affiche était esthétiquement très très belle. Moi, je l'ai trouvée très très belle. Voilà, elle faisait un peu penser à, je sais pas, ça aurait pu être pour vous donner une idée, c'est un peu dans le même délire que La Haine, c'est-à-dire une photo noir et blanc avec un texte blanc, un fond noir, etc. Et Adam Sandler, le visage éclaté, mais un peu à la Adam Sandler. Donc Adam Sandler, c'est un gars qui était au Saturday Night Live, qui est un humoriste. C'est, je sais pas, ici, ça serait peut-être l'équivalent de... Non, il n'y a pas d'équivalent. Allez voir sur YouTube, maintenant on a YouTube, Adam Sandler, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous connaissez ce gars, il a joué dans plein de films que vous avez peut-être pas forcément aimé, qui n'étaient pas forcément tous des films de très bonne qualité, mais en tout cas des films drôles, etc. Voilà, c'est un humoriste à la base, etc. Donc du coup, je tombe sur cette affiche, je me dis merde, c'est quoi ça, Adam Sandler et tout, et puis je vois c'est écrit Safdie Brothers, etc. Et c'est produit par A24. Alors A24, c'est une boîte de production qui ont pour habitude de produire des films qui sont quand même esthétiquement vachement beaux, etc., vachement bien faits, etc. Et donc déjà ça m'interpelle. Et j'arrive donc du coup dans le cinéma, donc le Joker. Et avant le Joker, je tombe sur une bande-annonce. Et c'est la bande-annonce d'Uncut Gems. Et donc la bande-annonce, ça donne ça. Vas-y, balance un petit coup la bande-annonce. How you doing, Holly? How's it going? Hey, Howard. Put Pesach out. All right, Larry, you're a Jew again. Welcome back. I made a crazy risk, a gamble. And it's about to pay off. So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds. What do you know? I don't know. I just know. Well, I'll tell you what I know. That's the dumbest fucking bet I ever heard of. I disagree. I disagree, Gary. Voilà, la bande-annonce, ça donne ça. Et je me dis, mais c'est quoi cette bande-annonce de ouf? C'est quoi ce truc de ouf que je viens de voir? Uncut Gems, l'histoire de Howard Ratner, en fait, qui est un mec qui bosse au Diamond District à New York, et qui en fait trouve une pierre voilà, qui vient d'Éthiopie, de chez les Falachas, et donc du coup cette pierre il la ramène aux États-Unis, elle est livrée dans un poisson, etc. Et voilà, ça tourne autour de ça l'histoire. Donc Uncut Gems, moi quand je suis là-bas, donc Uncut Gems sort au cinéma aux États-Unis, et il sort un mois après en fait sur Netflix en France. Alors en fait l'histoire, voilà, donc il trouve c'est comme je disais, c'est Howard Ratner qui bosse dans le Diamond District. Donc Diamond District, c'est sur le côté droit c'est coincé entre Times Square et la 5e, et c'est vers c'est le coin en fait, c'est le coin de tous les bijoutiers, etc., qui est un coin où il y a beaucoup de gens qui ont donc des magasins avec il y a des bijoux de partout, il y a que des portes blindées, c'est une immersion en fait dans une famille juive, voilà, donc la famille d'Howard, mais pas forcément que sa famille, mais sa famille aussi, ses amis, etc. Donc c'est tout un délire, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce film, il y a des gens qui l'ont détesté en disant que c'était de la merde, etc., etc., que c'était pas un film qu'au bout de 40 minutes il se passait rien, etc., etc. Et il y a des gens qui l'ont surkiffé. La musique de ce film, elle est monumentale pour moi. Pourquoi je parle de ce film-là dans une émission qui parle de basket? Parce qu'en fait, ce film est très lié au basket. Howard joue sa vie tous les jours.
En fait, Howard est un revendeur de bijoux qui fabrique des bijoux, etc., qui reçoit des restas. Et il y a un que mec qui bosse pour lui et qui lui ramène des mecs. Voilà, c'est ça leur deal, qui lui ramène un peu des stars. Et un jour, ce mec lui ramène Kevin Garnett. Voilà, il lui ramène Kevin Garnett. Donc ce film se passe en 2012 à peu près. Hein. Il lui ramène Kevin Garnett et Kevin Garnett, voilà, Howard vient de recevoir la pierre d'Éthiopie là et donc la pierre d'Éthiopie, il la reçoit et il la montre à Kevin Garnett. Et Kevin Garnett, il a une connexion de ouf, spirituelle, machin, avec la pierre d'Éthiopie. Il veut absolument l'acheter. Il lui dit prête-moi la pierre. Et là, il se rend compte que, il lui prête la pierre. Et il se rend compte que quand Kevin Garnett a la pierre, donc il joue super bien. Howard, il parie, rien qu'il parie, il a un gros problème de pari. Il parie, il gagne de l'oseille, mais en fait, il doit de l'oseille à tout le monde, machin. Et puis il y a deux gangsters, enfin deux hommes de main qui bossent avec son beau-frère, qui lui courent après parce il faut qu'il paye, etc. Donc voilà, ça part en sucette, etc. Puis forcément, la pierre, il y a une histoire avec, ça part en sucette. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce film-là, dans le film, il y a Kevin Garnett, et Kevin Garnett, à la base, n'était pas le mec qui était choisi pour ce film-là, c'était Amare Stoudemire. Pourquoi ? Parce que les frères Safdie avaient choisi Amare Stoudemire, parce que normalement, ce film, ça se passe dans New York, et donc ils voulaient choisir un joueur de New York. Et ça les faisait chier de prendre, à un moment donné, ils sont partis sur Kevin Garnett, mais il faut savoir que quand tu es à New York, t'es pas pour Boston. Enfin, je veux dire, tu vas pas voir Boston parce que Boston, c'est Paris-Marseille. New York, Boston, c'est Paris-Marseille. Donc, voilà, ils avaient pas du tout pensé à Kevin Garnett. Mais ce qui s'est passé, c'est que Amare Stoudemire, donc, devait faire ça. Et en plus, l'avantage avec Amare Stoudemire, qui est de confession juive, c'était le fait que cette pierre-là était extraite d'une mine qui est en Éthiopie par des falachas, les falachas qui sont des juifs éthiopiens, et donc du coup la connexion avec cette pierre et Amare Stoudemire se faisait, et donc ça matchait et ça devenait logique que ça soit Amare Stoudemire qui le fasse, parce que il y avait quand il voit la pierre, il voit les ancêtres et puis il voit aussi des images d'esclavage, il y a tout, il a l'impression qu'en fait cette pierre là il y a toute son histoire dedans et qu'il est connecté avec cette pierre et qu'il faut qu'il ait. C'est une pierre qui est brute, qui est non taillée, uncut gems, mais c'est pas la seule pierre non taillée du film, parce que pour moi tous les personnages du film sont des pierres non taillées. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la musique du film, elle plonge les gens dans une espèce de frénésie. Voilà, tout le long, la musique est un peu forte, etc. Et Howard, il s'arrête jamais. Hein. Je vais pas vous péter le film. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir. Voilà. Je vais pas vous péter le film, allez le voir. Ce film-là, voilà, c'est dans la continuité de tous les films de basket qu'on a pu voir. C'est des films qui sont en connexion avec le basket, qui sont en connexion avec pas mal de choses du monde du basket, et c'est des films qui font pour moi partie de la culture basket. Maintenant, ce film-là est très intéressant parce qu'en fait, il ne s'arrête pas du début à la fin. Du début à la fin, vous verrez que l'intro et l'outro, le début et la fin, sont en connexion, etc., etc. C'est un film, en fait, c'est soit ça nous laisse pas indifférents, soit on va le détester, soit on va le surkiffer. Moi, personnellement, j'ai beaucoup été influencé par les gens qui disaient « j'aime pas trop ». Et les gens qui disaient « j'aime pas trop », des gens qui... J'ai 2-3 amis qui disaient je peux pas blairer, j'ai un ami qui lui alors là il a surkiffé, j'en ai un autre qui disait c'est une merde, il y en a un qui disait je comprends pas ce film, il y en a un qui disait j'adore ce film, l'histoire elle est ouf, machin, l'autre il disait mais un personnage comme ça c'est impossible, etc., etc. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que dans ce film là il y a un personnage qui joue qui s'appelle en fait Trax, et Trax en fait c'est dans le film c'est l'assistant de Howard, mais en fait Trax dans le film là, l'endroit où il se trouve, ça appartient à ce mec-là qui, en fait, Trax, c'est un jeweler, c'est un bijoutier du Diamond District. Et il a servi de consultant pour ce film. Donc, au début, il se fait un petit peu tarter, etc., par un des hommes de main qui viennent récupérer l'oseille pour Howard, etc. Donc, et ce gars-là, moi, je suis rentré en contact avec ce gars-là. Comment ? Parce qu'en fait, j'ai traîné au Diamond District, mais depuis
plusieurs fois comme ça sans le savoir. Et en fait, j'ai rencontré ce gars-là plusieurs fois dans la rue, mais sans savoir que c'était lui. Je me suis rendu compte que c'était lui en voyant le film. Je savais pas qui c'était le gars. Je me suis rendu compte que je l'ai retrouvé sur Instagram et hop, on s'est remis à discuter. On s'est reconnecté. Voilà, la vie des fois elle est marrante. Et en fait, ce gars-là a servi de consultant. Et en fait, toutes les scènes qui sont tournées dans le magasin qui est censé être celui d'Howard, c'est le magasin de Trax. Donc du coup, tout ce que vous voyez est réel. Voilà, tout ce que vous voyez sur le Diamond District est réel. Et moi, je peux vous dire que c'est un sacré bordel, le Diamond District. C'est un truc de fou. Parce que les mecs s'arrêtent pas. Il y a des rabatteurs dans la rue qui veulent te vendre de l'or. Il y a des mecs qui veulent te vendre des diamants, de l'argent. Des fois, tu passes, je dis, gars, regarde ma gueule. Tu vois vraiment que je vais aller m'acheter une chaîne à la Tupac devant? Non. Mais les gars s'arrêtent pas. Et ça, par contre, c'est vrai que l'ambiance du Diamond District, elle est vraiment là-dedans. Mais même dans la frénésie d'Howard, de jamais s'arrêter, de tout le temps parier, il joue tout le temps sa vie, il fait que de la merde. Et à un moment donné où tu te dis, et hop, ça repart, etc. C'est le style des frères Safdie qui ont fait aussi un autre film qui s'appelle Good Time, si je dis pas de bêtises. Avec Robert Pattinson qui est pour moi un de ses meilleurs films. Je vous laisse aller regarder, mais même l'esthétique de Good Time et l'esthétique de Uncut Gems est quasiment la même. Ils ont une touche en fait, sachant qu'Uncut Gems, ils ont proposé ce scénario il y a 10 piges à Sandler qui les a envoyés yesh en disant c'est des gars qui ont 30, 38, 37, 38 ans maintenant, donc à l'époque ils avaient 24, 25, qu'est-ce que vous me faites chier avec votre truc. Donc le scénario a été réécrit 10 fois, ils avaient la base du script, ils ont réécrit 10 fois, 12 fois, etc. Mais du coup voilà, il a fallu qu'ils fassent d'abord Good Time pour après qu'on les prenne au sérieux et tiens, Uncut Gems. Et quand j'ai vu le trailer au cinéma, je me suis dit waouh. Et même des fois, on peut dire que des fois il y a des trailers qui sont mieux réussis que les films. Et là, je peux vous dire que le trailer était super bon. Parce que la musique, tout allait super bien, etc. Comment c'est filmé. Et surtout, Adam Sandler, de le voir dans ce genre de rôle, on s'est dit, ça y est, le mec, ça devient Al Pacino. Ça devient Al fucking Pacino. Parce qu'Adam Sandler, il est pas du tout habitué à ce genre de rôle. Il est habitué un peu au rôle à la comique, à la un petit peu absurde, etc. On kiffe. Mais le voir à contre-emploi là-dedans, c'est comme si on voyait Eric d'Eric et Ramsey, ou Ramsey, en train de faire un film où ils s'en prennent plein la gueule. Quoique Ramsey en a fait un il y a pas longtemps, et c'est vrai qu'il est pas mal. Le film sur Netflix qui s'appelle Balle perdue, c'est vrai qu'ils, voilà. Ils ont, voilà, mais de les voir, de voir Adam Sandler, la gueule éclatée, etc. Et puis ils ont même fait un trailer pour le trailer. C'est très fort. Si vous allez sur la page Instagram et que vous remontez dans l'historique de la page Instagram, vous verrez qu'ils ont fait un trailer pour annoncer le trailer. Et le trailer pour annoncer le trailer du film est super bien. C'est-à-dire que le trailer, on voit Adam Sandler qui est le visage éclaté avec du coton dans le pif, etc. Et au début, il est en train de rigoler, il est pas dans le personnage et bam! D'un seul coup, la caméra s'allume, on lui dit allez, c'est parti, action. Et là, la caméra, boum, travelling, ça tourne. Et là, boum, il rentre dans le personnage et on voit que c'est plus la même chose. Et là, on sent que c'est, voilà. Et Howard Ratner, dans ce film, est un enfoiré de première, mais un enfoiré qu'on kiffe. Come on, KG, this is no different than that. This is me. All right? I'm not a fucking athlete. This is my fucking way. This is how I win. On va parler de musique. Et pour clôturer ce passage, la musique, on va parler du Wu-Tang. Pourquoi le Wu-Tang ? Alors je vous explique, voilà le Wu-Tang. Tous ceux qui ont joué au basket sur les playgrounds, le Wu-Tang tournait à fond sur les playgrounds dans les années 90, début 2000. Return to the 36 Chamber tournait sur tous les trucs, tournait sur partout, ça tournait à fond partout, voilà. Après ils ont commencé à faire des albums solo, ils ont sorti des projets à droite à gauche, c'était un groupe super prolifique. Method Man, Method Man, mais qui après a sorti un truc avec Redman de son côté, Ghostface qui sortait de son côté avec Raekwon qui sortait des choses ensemble, Raekwon qui lui sortait Only Built for Cuban Links avec Ghostface en featuring. La première fois qu'on voit un mec qui dit dans son album de Raekwon featuring, j'avais jamais vu ça avant.
C'est d'habitude les featuring ils sont annoncés sur un morceau, deux morceaux. Non, là c'est tout l'album qui est annoncé en featuring. Les seuls mecs que j'ai vu faire ça ici, c'était sur l'album de Freeman où c'était featuring Karim Leroy. Mais voilà, Wu-Tang, et le basket est très lié. Voilà. Rizza, Old Dirty Bastard, Jiza, qui sont tous cousins. Le Liquid Sword de Jiza, voilà, tout ça c'est des trucs qui You God, Inspectah Deck. Et puis après t'avais tous les groupes qui sont affiliés, Kill Army, il y en avait plein ici, Sons of Men, Royal Family, voilà, il y en avait plein. On a grandi en écoutant Wu-Tang, et en jouant au basket, on a grandi en regardant des cassettes vidéo avec du Wu-Tang en jouant au basket, ou en regardant des cassettes vidéo de basket mais avec du Wu-Tang. Le show s'appelle Abdul Iverson. Allen Iverson était le mec le plus hip-hop du basket. Ils ont créé le dress code NBA à cause de lui, parce qu'il venait habillé casquette, bling bling, tatouage, machin. Ils se sont dit non, va falloir qu'on calme ça, parce que sinon le basket ça va devenir un clip de rap et c'est pas bon pour l'image, ça va trop identifier pour certaines personnes, et du coup la NBA veut élargir toujours au maximum. Donc non, on va imposer un dress code. Maintenant les mecs, quand vous êtes pas en train de jouer, vous venez en costard, machin, bien sapé. Fini l'époque, voilà, vous venez pas hip-hop, vous venez bien sapé, etc. Puis en plus, l'époque hip-hop dont je vous parle, c'est pas la même époque hip-hop que maintenant, où c'est des skins, des jeans skins et des Vans, c'est des machins. Non, c'était des baggy, c'était des grosses paires de baskets, etc., etc. C'était une époque XXL. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. C'était pas la skinification de ce qu'il y a maintenant. Wu-Tang a beaucoup influencé les basketteurs, les joueurs de basket, etc., etc. Moi, je me rappelle sur les playgrounds, les premières fois où j'ai entendu du Wu-Tang, où j'ai vu ce bête de logo qui est dessiné par Mathematics, le DJ du Wu-Tang, le W, qui a un W stylisé qui pour moi fait partie qui est le top 5 des logos, Wu-Tang est dedans. Voilà. Première fois que j'ai vu ça, c'est un grand de mon quartier, il avait un t-shirt Wu-Tang. Hey, c'est quoi ça? Le gars en plus portait le même blaze que moi. C'est quoi ce t-shirt, etc. Ouais, c'est Wu-Tang, etc. Mais tu l'as eu où? Et nous, on avait quoi? On avait 13, 14 ans. On pétait les plombs sur ça. Comment t'arrivais? Et c'était pas facile à l'époque d'avoir ce genre de sap-là. Parce que maintenant, c'est très facile. Tu veux choper un t-shirt du Wu-Tang, tu le chopes aux États-Unis, tu le chopes en Allemagne. Ils ont des shops en Allemagne pour l'Europe. Voilà, Internet, tu te fais livrer, basta, on n'en parle plus. C'est très très simple. Mais à l'époque, dans les années 90, quand Internet n'existait pas, à part aller à Châtelet chez Equiroc ou d'autres magasins, t'avais pas de t-shirt comme ça. Donc nous les grands, ils ramenaient les t-shirts de Châtelet, ils les mettaient. On se disait, c'était quoi ce t-shirt? Et on a découvert le Wu-Tang comme ça. On a découvert le Wu-Tang sur un playground de basket. Voilà l'idée, c'était quoi? C'était ça. C'était qu'en fait, il y a toujours un lien entre la musique et le basket. Et on a découvert le Wu-Tang sur des playgrounds de basket. C'est des images dans la tête de matchs de basket qui commencent à 14h et qui s'arrêtent à minuit. Et il y a 4 packs de piles qui tournent et on met le même CD qui tourne mais toute la journée. On fait des tournois, etc., etc. Et ensuite, après, même par exemple dans Space Jam, la BO de Space Jam, il y avait dans la BO de Space Jam, c'était si vous allez écouter cette BO, il y a un titre que vous pouvez trouver sur YouTube qui est avec Busta Rhymes, Be Real de Cypress Hill, Method Man, le mec qui chantait Gangsta Paradise là, Coolio, ouais, c'est ça, etc., etc. Le hip-hop de toute façon a toujours influencé le basket, puisque c'est normal, puisque c'est le basket vient de la rue. En vrai, le basket qu'on voit à la télé et le basket de la rue n'est pas le même, mais le basket vient de la rue, comme le foot. C'est des sports populaires dans la rue, parce que c'est très facile de jouer au foot. Enfin, c'est facile de jouer au basket, c'est encore plus facile de jouer au foot. Foot, tu prends 2 bouteilles, t'as fait avec 2 tailles-bouts, t'as fait un but. Basket, c'est un peu chiant parce qu'il te faut quand même un panier. Donc voilà, c'est un peu plus galère. Mais bon, voilà, aux États-Unis, en tout cas, les structures basket, il y en a partout.
Ouais, des playgrounds de basket partout aux États-Unis. Tu te retournes, il y en a des fois, tu te dis, mais d'où ça sort? Le Wu-Tang a marqué le basket et a marqué les gens des années 90 qui ont connu le basket via aussi la musique. Voilà, via aussi la musique. Et après, ces gens-là nous ont fait découvrir d'autres musiques. Parce que l'avantage des samples qu'utilisait le Wu-Tang, par exemple, c'est de nous faire découvrir à nous, mecs, en France, la soul. Voilà. Motown, les Marvin Gaye, les Marvelettes, les Teddy Pendergrass, on en saute tellement il y en a. On écoutait les samples et on essayait de savoir qui avait fait les samples. Enfin, ça venait d'où cette petite musique? Mais c'est quoi un sample? Ah, il y a une MPC, tac tac, ça découpe la musique, etc., etc. Bah ouais, mais après il y a ça. Ah, ils ont rajouté, ils ont augmenté un peu la vitesse et tout. Mais ça vient de quel morceau? Ah, ça vient de ce morceau-là. Et en fait, on s'est mis à découvrir les musiques comme ça. Voilà, on s'est mis à découvrir la musique comme ça. Et ça a été pareil avec le basket. Quand on avait des mixtapes vidéo basket, il y avait des sons dessus. Ouais, le dernier Method Man et Redman, le dernier machin, tac, tac, tac. Et on découvrait les sons sur les cassettes de basket. Voilà. Donc, du coup, pour moi et pour pas mal de gens de mon époque, le Wu-Tang est très lié avec le basket. Sachant qu'en plus, bon, c'est des mecs qui sont de New York, donc qui sont pour une partie de Staten Island et je pense qu'il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont de Brooklyn, mais c'est essentiellement Staten Island. Staten Island qui est même pas qui est un des 5 arrondissements new-yorkais, mais qui est même pas considéré comme un arrondissement new-yorkais quand t'es à New York. Staten Island, faut un ferry pour y aller, c'est loin, et puis il faut un ferry, et puis c'est loin. Voilà, même si le ferry il est gratuit, c'est relou. Ils ont quand même fait beaucoup pour cette culture et ils ont quand même fait beaucoup aussi indirectement pour ce sport, parce que quand on regardait aussi les matchs de basket ou quand on regardait les Eddie Halftime à l'époque, des émissions de basket, etc., c'était mixé sur du Wu-Tang, c'était voilà, il y avait toute une ambiance que je trouve maintenant c'est pas que c'était mieux avant, mais c'est plus la même. C'est-à-dire que c'est une évolution. Forcément, les gens qui sont de maintenant, qui découvrent ça maintenant, peuvent pas se rendre compte. Mais je pense que s'ils regardaient un petit peu en arrière et qu'ils se rendaient compte de ce qui avait été fait en arrière, ils pourraient se dire, ah oui, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence entre ce qu'on fait maintenant, etc. Déjà, les sons ne sont pas les mêmes. Mais ça, on pourrait en faire toute une émission là-dessus. On pourrait en faire toute une émission, d'accord? Parce que là, bon, ça fait 1 heure que je parle. 1 heure que je parle, donc je vais m'arrêter là. Non, voilà, en fait, tout ça pour dire que bon, Wu-Tang, on en reparlera aussi. Le championnat NBA, on en reparlera aussi forcément, puisque c'est une émission sur le basket. Voilà, donc on va commencer à vraiment kiffer maintenant les playoffs qui vont démarrer. Et je pense que ça va être des playoffs de ouf. Moi, je vais revenir tous les samedis. Voilà. Tous les samedis, si tout va bien, je reviendrai le mercredi et le samedi. Mais là, en ce moment, j'enregistre de ma voiture. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Mais je reviendrai tous les samedis, sûr de sûr. Donc, amusez-vous bien. C'était le Abdul Iverson Show.